Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Bonsoir à tous et donc je suis très heureux de participer à ce webinaire et je remercie Laurent et donc Baldwin Partners d'avoir convié le CEA Tech à s'exprimer sur ce sujet. Alors je suis pas responsable de l'industrie 4.0, c'est un beau titre honorifique, mais bon, j'en suis pas encore là. Mais je m'occupe des partenaires industriels et j'ai quand même une bonne connaissance du sujet. Pour votre information, je suis basé à Metz en fait, en Grand Est. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc alors, vu l'heure et il y a déjà eu énormément de conférences autour du 4.0, des concepts assez compliqués parfois à comprendre et à déployer. Et j'ai construit ma présentation justement de manière très pragmatique, pour vous montrer comment, de manière très pragmatique, très concrète, vous pouvez avancer sur ces sujets, que vous soyez en fait un grand groupe, une ETI ou même une PME. Donc c'est ça l'idée de la présentation. Alors juste parce que peut-être tout le monde ne connaît pas forcément le CEA et le CEATEC, je me suis permis de mettre 2 slides sur ce sujet, je vais aller assez vite. Le CEATEC, c'est tout simplement l'une des 4 directions du CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc la mission confiée par le gouvernement au CEATEC, c'est d'aider les entreprises françaises de tout secteur d'activité et de toute taille à être plus compétitives. Et donc, par un levier qui est le levier de l'innovation. Et cette innovation, elle peut adresser vos produits, comme elle peut adresser vos process. Donc, le manufacturing est dont il s'agit aujourd'hui. Et donc, pour faire ça, en fait, on est structuré en différents laboratoires, instituts. On a 4 grands domaines d'activité, 4 grandes thématiques technologiques qui sont la microélectronique, les énergies décarbonées, les matériaux et le numérique. Et en fait, comme ça a été dit déjà précédemment par Laurent, la révolution, quatrième révolution industrielle, le 4.0, c'est finalement la pénétration du numérique dans le manufacturing. Donc c'est quelque chose de vraiment clé à comprendre. C'est très transverse en fait. Donc concrètement, le CEATEC est organisé en laboratoire de recherche et développement. Donc on a 120 labos spécialisés sur chacune des briques technologiques, donc, et qui va avoir des compétences très élevées dans ces domaines, mais qui va surtout chercher à développer de la technologie, donc de l'innovation, dit autrement, d'aller au-delà de l'état de l'art, des solutions actuelles. Et à côté de ça, on a des plateformes d'intégration qui, elles, ont pour mission plutôt d'intégrer des solutions existantes, de venir justement rechercher ces solutions sur le marché et de les mettre de les challenger, de les mettre en essai sur des cas d'application industrielle pour s'assurer et pour valider le fait que des solutions existent ou pas et qu'il faille ou non alimenter un labo de R&D. Donc, juste un petit message sur juste avant là sur la cartographie. CEATEC, c'est un organisme national, donc avec 2 gros pôles de R&D sur Paris-Saclay et Grenoble, les points rouges qu'on voit un petit là sur la droite, et des antennes en région. Donc, vous avez des interlocuteurs en région, à proximité, qui peuvent tout à fait faire le relais et vous amener vers les labos et les bonnes compétences au sein du CEA. Alors, on peut passer à celle d'après. Voilà. Alors, un autre message aussi pour bien nous situer dans l'écosystème. On n'est pas un laboratoire académique, on n'est pas non plus un industriel avec une vocation de faire des profits. On est entre les deux. Notre rôle va vraiment d'être de porter à maturité la technologie pour pouvoir en fait la rendre industrialisable, c'est-à-dire en fait à un niveau de maturité suffisant pour que l'industrie puisse se l'approprier et l'exploiter in fine. Donc on a ce rôle de transition entre la recherche plus académique et la recherche industrielle. Et tout l'enjeu ici, c'est vraiment qu'on arrive dans les stades 6-7, c'est-à-dire en fait à un niveau avancé de la techno, qu'elle soit vraiment utilisée et exploitée par les entreprises. Si elle reste sur étagère, c'est un échec et personne n'en tire des profits. Donc en fait, il faut vraiment faire ce travail d'industrialisation et d'intégration des technologies issues des laboratoires. On peut passer à celui d'après. Le 4.0, ça a déjà été dit, c'est un ensemble de briques technologiques, on peut le décomposer. Ce qu'il faut retenir sur ce slide-là, c'est que vous pouvez en fait le décomposer en 2 gros blocs. Il y a un bloc qui va plutôt s'intéresser à l'homme dans l'usine de demain.
Donc, tout ce qui va être assistance physique, c'est la robotique, c'est la cobotique, hein, les exosquelettes, etc. C'est aussi l'assistance cognitive, donc tout ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est en fait comment j'améliore la performance de l'humain dans l'usine. Et le pendant de ça, c'est tout le volet de gauche sur mon slide, c'est le numérique en fait. C'est tous les outils de numérique, de simulation, d'intelligence artificielle, etc., qui vont en fait être le pendant de ça. Et il y a un enjeu très fort là-dedans, c'est l'interopérabilité des systèmes. C'est en fait, je passe un message important ici, c'est que on peut parler d'équipement, de robots, etc., mais il y a considérez toujours aussi votre système informatique pour voir s'il est bien construit, si l'architecture est correcte, pour pouvoir gérer les données issues de ces nouveaux équipements qui vont vous générer des données de facto. Donc en fait, finalement, l'industrie 4.0, c'est ça, c'est toujours une usine mécanique, c'est toujours une usine avec de l'électronique, de l'automatisme, mais arrive une couche supplémentaire qui est une couche numérique extrêmement transverse. On peut passer. Donc voilà, comme je disais, j'ai voulu faire une présentation la plus pragmatique possible pour vous expliquer comment pas à pas vous pouvez avancer dans ce domaine. Donc c'est la démarche que vous avez ici à l'écran. En fait, c'est votre démarche. Nous, CEA Tech, on va essayer de vous accompagner tout au long de la démarche à différents stades selon là où vous en êtes. Ça peut être de l'étape 1 jusqu'à l'étape 7, ça peut être l'étape 4 à l'étape 7, etc. Mais cette démarche-là, de toute façon, il faut que vous l'ayez, vous, en tant qu'entreprise qui cherchez à accoster, à vous approprier une technologie 4.0, que ce soit un robot, que ce soit un système de réalité virtuelle ou autre. Donc, en fait, l'étape 1, elle est vraiment fondamentale. Il ne faut surtout pas la négliger. C'est poser les bases, c'est poser les enjeux. Quels sont les vrais enjeux pour vous au sein de l'entreprise? C'est ce qu'a exprimé précédemment Bosch. Il l'a dit, hein, donc chaque usine avait ses propres enjeux. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'il y a des robots collaboratifs qu'il faut absolument que vous mettiez un robot collaboratif. C'est pas parce qu'on peut faire de la maintenance prédictive qu'il faut que vous en fassiez, parce que c'est peut-être pas là que votre véritable enjeu, que sont vos véritables gains. Et donc, il y a un travail préalable réellement de consolider vos enjeux. Et suite à ça, en fait, c'est de commencer effectivement à lister des technologies candidates. L'étape 2, c'est vraiment donc prioriser des sujets. Vous pourrez difficilement, à part d'être un grand groupe qui a une capacité conséquente, mais vous pourrez difficilement donc déployer tous les sujets en même temps. Donc, il va falloir les prioriser. Et cette priorité peut tout simplement être liée à la maturité des technos. Si elle est disponible, c'est plus facile que s'il faut faire un projet de R&D de 3 ans avant de l'obtenir. Ensuite, il va vous falloir valider ces concepts par des études de faisabilité. L'étape 4, vous avez vu, j'ai mis une option. Elle n'est pas forcément nécessaire. La nécessité de développer quelque chose de nouveau n'est pas un a priori. C'est-à-dire que, dit autrement, les solutions existantes peuvent tout à fait répondre à votre besoin tel quel. Il va falloir aussi valider donc en conditions opérationnelles, donc sur site. Puis, et ça c'est aussi deux étapes très importantes, la 6 et la 7, c'est ce fameux transfert. C'est-à-dire à quel moment vous intégrez la technologie, avec quel partenaire, est-ce que vous le faites seul, c'est-à-dire qu'est-ce que vous achetez vous-même un robot et que vous cherchez à l'intégrer, ou est-ce que vous vous adossez auprès de partenaires qui savent faire, comment s'agence se coordonne ce passage et le déploiement, avec ce pendant qui est la formation. Il y a un volet humain très important. On parle souvent de l'industrie 4.0 comme un saut en expertise. Donc, négligez surtout pas le volet humain, l'appropriation de la techno, l'expertise requise pour pouvoir utiliser la technologie de manière tout à fait efficace. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer chacune des étapes par des exemples très concrets. On peut passer. Donc, l'étape 1 et les 2, comme je disais, c'est vraiment le cœur, c'est clarifier vos enjeux. Au CEA Tech, on a mis en place un club, en fait, un réseau d'entreprises dont l'objet, en fait, c'est d'échanger, c'est de diffuser la technologie, de dire voilà l'état de l'art de telle et telle techno, faire des conférences, mais surtout, c'est un lieu d'échange des entreprises, de retour d'expérience. Elles vont facilement dire voilà, on a fait ça, voilà comment on l'a fait, voilà les difficultés qu'on a pu rencontrer, voilà les partenaires qu'on a pris. Donc, dans cette histoire, évidemment, c'est plutôt les grands groupes qui sont en avance, qui sont pas les locomotives, et les partenaires PME, ETI vont tirer profit de ce retour d'expérience pour pouvoir réorienter ou consolider leur feuille de route.
peut passer à la suite. L'étape 3, donc, c'est la validation du concept. Elle est nécessaire. Donc, j'ai illustré ici par deux exemples. On a fait des études, un benchmark, des études comparatives de robots collaboratifs. C'est que des robots du commerce sur des cas d'usage de PSA. Donc, il y avait trois cas d'usage, 3 robots, donc au tout 9 configurations. Et ce qui est sorti de cette étude, finalement, c'est pas de dire que le robot rouge est meilleur que le robot bleu. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est surtout de dire, en fonction des critères de sécurité, de coût, de mise en service, d'expertise que vous devez acquérir pour pouvoir le faire, voilà la meilleure solution pour vous, pour votre application. Donc voilà, un benchmark autour de la robotique collaborative avant même que l'entreprise derrière aille consulter pour pouvoir investir ce type de solution. Donc une validation de concept. Un autre exemple sur ce sujet-là, c'est le contrôle qualité. On en parle beaucoup aujourd'hui du contrôle qualité basé sur de la vision et de l'intelligence artificielle, donc des méthodes dites de deep learning, d'apprentissage, qui sont radicalement opposées différentes des méthodes de contrôle traditionnelles, conventionnelles en vision, puisqu'il s'agit essentiellement de capitaliser la connaissance d'un opérateur dans des algorithmes. Là, c'est pareil. Ce qu'on a fait dans cette étude pour PSA, c'est on a testé une solution du marché, du commerce sur nos installations et en fait, on a donné à PSA l'ensemble des performances atteintes et des recommandations, des préconisations qui devraient suivre pour pouvoir déployer après ce système. Et là, juste, je disais tout à l'heure que l'étape 4, qui est un développement est optionnel, dans le cas présent, ici, il n'est pas nécessaire d'aller développer une nouvelle technologie, d'aller activer un laboratoire de recherche, puisqu'il s'avère que les solutions telles qu'elles sont aujourd'hui commercialisées suffisent donc et répondent aux besoins. L'étape 4 d'après, s'il te plaît, tu peux passer le slide. Ici, en fait, on est justement sur un cas où il s'avère qu'il y a des verrous technologiques qu'il faut lever. Donc là, on est par nécessité, on doit passer par une phase de développement et donc de développer une solution ad hoc pour répondre aux besoins. Le besoin ici est lié en fait au monitoring de process. En fait, il s'agit d'instrumenter une machine pour pouvoir avoir une vision en temps réel de son fonctionnement et détecter de manière précoce des dysfonctionnements et générer derrière également de la valeur par du service associé. Pour faire ça, en fait, il faut déployer des systèmes d'IoT, donc aller mettre des capteurs, intégrer ces capteurs dans la machine. Donc c'est assez compliqué et ça n'existe pas sur étagère. Donc là, il y a un développement à réaliser. Et derrière, en fait, il faut y adosser des briques plus conventionnelles, on va dire, d'IA, c'est-à-dire on va traiter les données issues de ces capteurs et corréler ces données capteurs à de la connaissance humaine, de l'interprétation, pour en fait générer de la nouvelle connaissance et faire de l'aide à la décision au final sur le conducteur de l'atelier. Donc là, un exemple plus orienté sur un développement d'une solution custom, personnalisée, parce que, encore une fois, comme on est dans le custom, il n'y a pas de solution étagère sur ces solutions-là. C'est plutôt l'intégration de solutions existantes intelligemment faites qui va permettre d'aboutir à une solution pertinente. OK. L'étape 5 ici, donc on arrive à la validation sur site, donc elle est évidemment nécessaire. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà valider une technologie dans des conditions favorables, avec des paramètres maîtrisés, donc plutôt en laboratoire ou dans des conditions où on va s'affranchir de certaines contraintes. Mais à un moment donné, évidemment, il faut valider la techno in situ, sur site. Et là, vous avez un exemple ici très concret. Il s'agit d'un Kobo, donc d'un préhenseur à façon qu'on a développé pour la société Saint-Gobain, la fonderie à Pont-à-Mousson, sur un poste de déchargement de balancelle, donc un poste très pénible d'opération manuelle, où on cherche à dégager la pénibilité de l'opérateur par un système d'assistance. Donc, il y a eu précédemment un travail de R&D, de développement d'un prototype, c'est ce que vous avez à l'écran, et on teste, là on est dans la phase, ça a été fait il y a un an, on testait ici sur site le proto, et la phase d'après, on verra ça à la suite, mais c'est intégrer, industrialiser cette machine pour que Saint-Gobain, à la fin, n'ait pas un prototype comme on le voit ici à l'écran, mais bien une machine industrielle. Et donc, la 6e étape, c'est l'intégration et le transfert. Donc, une fois, il est important, comme je disais précédemment,
de s'assurer d'avoir un porteur de solution. Alors, soit l'entreprise a la capacité de s'approprier la techno, soit elle l'a pas, et donc il faut qu'elle s'appuie sur des partenaires, sur des offres de solutions, sur des intégrateurs. Et donc là, typiquement, dans le projet qui est à l'écran, on a au CEA développé des fonctions en réalité virtuelle pour réaliser une maquette numérique, faire ce qu'on appelle un chantier carton, c'est-à-dire en fait faire de la conception de postes et de lignes de production en avance de phase en réalité virtuelle. Donc l'intérêt, c'est qu'on travaille à l'échelle 1 dans le numérique. Et à un moment donné, pour que le end user, le final, soit intéressé, il faut lui transférer. Et donc là, on est venu en fait insérer ces fonctions nouvelles dans un logiciel existant, et au final, le partenaire se retrouve avec un logiciel commercial maintenu avec de la formation, etc. et les fonctions développées pour lui intégrées à l'intérieur. Et enfin, la dernière étape, étape 7, donc il s'agit du déploiement sur site. Alors un exemple ici encore autour de la cobotique et des exosquelettes, sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, je pourrais revenir dessus si vous le voulez. Ici, l'exosquelette était justifié dans le sens où il s'agit de métiers à l'extérieur. Je dis ça par opposition aux métiers dans les usines, où on va plutôt privilégier des cobots, donc des machines d'assistance, plutôt que des exosquelettes, avec ces difficultés des exosquelettes où l'opérateur porte en fait la machine. Donc il y a aussi ça soulage certaines contraintes, mais ça peut en ramener d'autres. Et ici, en fait, un exemple fait avec la société Colas et la société RB3D qui est le partenaire offrant de solutions, où on voit en fait la personne utiliser la machine sur site. Et donc Colas a déployé le système auprès de ces opérateurs. Voilà, j'ai terminé. Je suis allé assez vite, mais je voulais illustrer en fait chaque étape par des exemples très concrets. Voilà, donc juste pour le dernier message que je voudrais passer, c'est que le 4.0, ça peut être effrayant, mais en fait, si on s'y penche un petit peu, si on raisonne par la démarche que je vous ai exposée ici, pas à pas, on peut de manière assez pragmatique, assez simple et de manière assez rapide également, parce que beaucoup de solutions existent, déployer certaines solutions et déjà gagner en performance industrielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Très intéressant ce retour d'expérience sur votre méthode, votre approche au CEA.